Binge Audio. Salut chers auditeuristes, c'est Camille Pest. Depuis l'enfance, dans les conversations, il m'arrive d'avoir de longs moments où mes pensées partent ailleurs. Quand je reviens dans le moment présent, je dois faire semblant d'avoir suivi, alors je raccroche les wagons et mon interlocutrice s'en rend compte et je passe pour une personne très impolie. Quand je dois me concentrer, c'est une vraie galère. D'abord, je contourne mon travail en me lançant dans des tâches connexes comme le ménage ou répondre à des emails. Et c'est seulement quand je suis vraiment proche de la deadline que je m'y mets en panique. À ce stade, j'entre en général dans un état de concentration si intense que je n'arrive plus à en sortir. J'oublie de boire, de manger, je ne peux plus dormir et si on me dérange dans cette phase, je peux me mettre très en colère. Ça, plus 1000 idées et projets en cours, me conduisent à des moments de fatigue si intenses que je suis obligée de passer 48 heures dans mon lit sans voir personne. Et si je ne le fais pas, je développe une sorte d'hypersensibilité qui fait que la lumière, le bruit et même des gestes doux comme les caresses m'énervent. Alors c'est quoi mon problème ? Quand j'en parle à mes amis, certaines sont formelles, j'ai un TDAH, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour les autres, je suis surtout victime d'une maladie qui nous touche tous, le capitalisme, et sa propension à nous transformer en robots hyperactifs. On entend beaucoup de choses sur le TDAH, alors dans cet épisode, j'ai voulu en savoir plus. C'est quoi exactement ? Est-ce que ça existe vraiment ? Comment on sait si ça nous concerne ? Et surtout, que faut-il en faire ? À mes côtés pour en parler, Daniel Batoula et Camille Boukolevi. Bonsoir. Bonsoir. Salut à tous les deux, merci beaucoup d'être là avec moi. Daniel Batoula, tu es psychiatre en libéral. On te reçoit souvent dans l'émission, mais ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Comment ça va ? Eh ben, écoute, je suis content de revenir. On est trop content que tu sois là. C'est quoi la part des gens qui viennent te voir avec suspicion de TDAH ? Alors là, je dirais qu'il y a à peu près 15% des gens qui viennent pour un diagnostic de TDAH. Après, il y a aussi des gens qui viennent pour autre chose et chez qui, au final, je diagnostique un TDAH. Tu vas nous expliquer tout ça tout à l'heure. Tu vas nous expliquer comment tu fais, notamment pour diagnostiquer. Camille Boukolevi, tu as 26 ans. Tu es en première année de thèse. Tu es très engagée sur plein de sujets de justice sociale et environnementale. Et aujourd'hui, je t'invite en tant que patiente experte. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés et tu m'as beaucoup parlé de ton TDAH. En vrai, ça m'a passionnée, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que j'avais envie de t'inviter pour continuer cette conversation en public. Est-ce que le fait de m'avoir beaucoup parlé de ton TDAH, c'est un symptôme pour toi du TDAH ? Un symptôme, je sais pas, mais en tout cas, c'en est une forme. Dans le sens où, en fait, il y a cette propension, quand on a un TDAH, à ne pas avoir des codes sociaux. C'est-à-dire que des fois, on va parler d'un truc qui nous passionne vraiment pendant très longtemps. Et on va littéralement faire un tunnel, quoi, à quelqu'un qui l'a peut-être pas demandé, des fois. Et en fait, c'est très impulsif. Et du coup, on n'a pas du tout ce code de la personne demandait peut-être pas toute cette explication d'1 heure sur le TDAH, quoi. Bon, en l'occurrence, toi, ça t'a intéressé. Mais des fois, c'est un peu trop. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que vous m'expliquiez tous les deux, chacun peut-être avec votre regard, qu'est-ce que c'est concrètement le TDAH ? Comment ça se définit ? Alors, d'un point de vue médical, donc comme tu l'as dit avant, le TDAH, c'est un trouble du déficit attentionnel avant tout, donc c'est un problème d'attention avec ou sans hyperactivité. Dans l'hyperactivité, on bouge beaucoup, ou on peut aussi avoir de l'impulsivité, donc c'est-à-dire on répond aux questions avant la fin de la question, on finit les phrases des gens, on met des claques aux gens, on claque les portes, voilà. L'hyperactivité, c'est on a du mal à rester assis, ou alors on bouge à chaque fois qu'on est assis, on a besoin de regarder plein de choses autour de nous et ainsi de suite. Et dans le déficit attentionnel qu'on a, il y a différents types d'attention, et dans ces différents types d'attention, on peut avoir par exemple l'attention sélective, ça nous permet de rester concentré sur une seule chose en faisant abstraction des bruits autour. On a une attention qui nous permet de rester concentré pendant assez longtemps sur quelque chose, et voilà, il y a différentes autres choses aussi, mais le principal problème dans le TDAH, c'est ce déficit attentionnel qui fait qu'en fait ça part dans tous les sens, ce qui entraîne beaucoup de problèmes, notamment dans les choses plus scolaires. Et ça veut dire qu'on a soit attentionnel, soit hyperactivité, ou ça peut être les deux en même temps. Comment on sait ?
Alors, on peut avoir les deux en même temps, mais on peut avoir juste un déficit attentionnel. Ça passe souvent un peu plus inaperçu, le déficit juste attentionnel, parce que l'hyperactivité va poser des problèmes. Quand vous êtes à l'école, parce que c'est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est là depuis l'enfance en général, et là où ça se voit, c'est quand l'enfant est en âge scolaire, et donc là, il va poser problème avec l'impulsivité et l'hyperactivité. Il va bouger beaucoup, il va pas tenir en place, il va être puni. Si il regarde pas la fenêtre et qu'il a des mauvaises notes, ben c'est tant pis pour lui. Il va pas déranger l'autre gens. Le déficit attentionnel va pas te déranger le reste de la classe, alors que l'hyperactivité et l'impulsivité, ça va poser problème au reste de la classe, et c'est là où on va se dire il y a un problème, ça va être plus facilement diagnostiqué. Alors que s'il a des mauvaises notes, c'est juste parce qu'il sait pas travailler. Toi Camille, si c'est pas indiscret, t'as les deux? Oui, moi c'est plutôt un TDAH mixte. Et après, je rajouterai quand même quelques points à ce que tu as dit. L'hyperactivité est aussi mentale. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est beaucoup plus une hyperactivité mentale que physique. Des fois, j'ai un peu du mal à tenir en place, mais c'est surtout dans ma tête, en fait, que ça se bouscule. Il y a ça. Et puis, il y a un autre truc qu'on peut rajouter au-delà du triptyque impulsivité, attention, hyperactivité. C'est aussi la question de la dysrégulation émotionnelle, qui est pas dans les critères diagnostiques, mais qui maintenant, quand même, est reconnue par les praticiens et praticiennes comme étant un peu le 4e critère en fait de diagnostic. Et la dysrégulation émotionnelle, pour l'expliquer rapidement, en fait, c'est le fait d'avoir une plus forte sensibilité, donc de manière émotionnelle, donc à certains sujets, on va réagir tandis que d'autres auraient peut-être pas réagi. Ça va être plus intense, des fois très intense, justement avec cette envie aussi impulsive d'aller casser des trucs, de parler mal, de couper la parole, et surtout ça va rester longtemps. On va avoir du mal à se départir de ce truc-là émotionnel. Voilà, c'est ce que je pourrais rajouter sur la définition. Donc par exemple, si on a tendance à surréagir, en tout cas à réagir de façon très intense émotionnellement à un événement de la vie qui peut-être pour la plupart des gens n'a pas l'air si activant, est-ce que ça peut nous mettre éventuellement sur la piste d'un TDAH ? En fait, ce avec quoi il faut faire attention dans les critères qu'on vient de dire, c'est ce truc, en fait, ces 4 critères, finalement, c'est des critères qu'on peut tous un peu vivre dans notre quotidien, et c'est des critères qui purement en fait font partie des humains et des choses qu'on peut vivre, des fois être un peu hyperactif, un peu impulsif. En fait, la différence c'est la fréquence, l'intensité, et c'est vraiment à quel point est-ce qu'on va vivre ça. Et du moins de mon point de vue, la dysrégulation émotionnelle elle seule ne peut pas être qualifiée de TDAH, parce que comme tu l'as dit, c'est plutôt quand même un critère d'inattention, d'hyperactivité. Et puis ça peut être aussi d'autres pathologies que le TDAH. Enfin, par exemple, sur le côté émotionnel, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver chez des personnes qui ont de l'autisme. Donc, il faut aussi faire attention à pas tout raccorder au TDAH. Et puis, comme on parle de troubles psychiatriques, la problématique, c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, on peut tous avoir des traits de quelque chose, de borderline, d'hyperactif ou de plein d'autres diagnostics. Là où ça pose problème, c'est quand il y a un impact sur la vie sociale, la vie amicale, la vie relationnelle, la vie scolaire, la vie professionnelle. Si ça pose pas de problème, en fait, vous pouvez avoir un petit trouble sans que ça dérange personne, sans que ça ne vous dérange pas vous, et puis continuer à vivre avec. Là où ça devient problématique, c'est là où on va consulter, on essaie d'avoir un diagnostic et ainsi de suite. Oui, parce que j'allais dire, par exemple, dans ce que j'écrivais en intro, le fait de procrastiner en faisant son ménage parce qu'on a une deadline, finalement, est-ce que c'est un TDAH ou est-ce que c'est juste que notre travail nous saoule parce que le travail, c'est saoulant, en fait ? Effectivement, il y a de l'argent en général à la fin du travail, ce qui va nous aider à finir notre travail. Il n'y a rien on n'est pas payé quand on fait notre ménage à la maison, donc c'est plus embêtant. Et quand j'ai dit que j'allais faire un épisode sur le sujet avec vous, on m'a dit « Ah bah oui, c'est le truc à la mode dont tout le monde parle en ce moment. En fait, depuis quand on parle de TDAH et pourquoi on a l'impression que tout le monde parle de TDAH en ce moment ?» Alors officiellement, on retrouve des descriptions du TDAH depuis le XVIIIe siècle. C'est vraiment quelque chose qui est décrit dans des livres ou dans des ouvrages depuis très longtemps. Ça n'a pas été mis sous ce nom-là. C'est juste que maintenant, on s'en y intéresse de plus en plus, on le voit de mieux et les gens osent en parler. On est dans une ère où les gens font attention à leur santé mentale, ils arrivent à en parler et il y a quand même moins de culpabilité à dire « en fait, j'ai un trouble » et les gens le vivent un petit peu mieux. Est-ce que les gens osent en parler aussi parce que dans une société comme la nôtre où on doit être hyper productif, hyper efficace, et finalement les gens qui n'y arrivent pas ou qui ont plus de difficultés, ils sont confrontés de façon plus intense que jadis? Moi, je dirais oui et non, dans le sens où, en fait, ce qui caractérise aussi le TDAH, parce qu'on n'a pas dit aussi derrière, c'est du coup un déficit des fonctions exécutives. Et aussi une aversion au délai, quel qu'il soit. Et les fonctions exécutives, ça peut être plusieurs types de fonctions, par exemple l'inhibition, donc ça c'est le fait d'avoir du mal à occulter le bruit autour de soi. Ça peut être la flexibilité cognitive, avoir du mal
par exemple, il va y avoir un imprévu, il va y avoir du mal à passer à autre chose. Et aussi, il y a les fonctions exécutives qui sont dites chaudes. Et donc, du coup, c'est la motivation, c'est le fait de pas être frustré, par exemple, si on a quelque chose qui est pas ce qu'on avait prévu. Et donc, je te dirais oui et non, dans le sens où je pense qu'effectivement, il y a toujours ce truc capitaliste de vouloir en faire toujours plus. Et en même temps, moi, au tout début, avec cette grille de lecture-là, du coup, j'ai un peu loupé un truc parce que tout le monde me disait, il faut que t'arrêtes d'en faire autant et tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un moment, j'ai essayé d'en faire beaucoup moins. Et en fait, j'ai jamais été autant mal, dans le sens où, en fait, j'ai besoin, moi aussi, de faire des trucs pour me stimuler. J'ai besoin, donc ça fait tout ou rien, mais j'ai besoin de ça. Donc, c'est un peu plus nuancé que ça, à mon sens. Alors, tout à l'heure, vous citiez l'autisme. Est-ce que le TDAH et l'autisme, c'est similaire ? Alors, le TSA, donc le trouble du spectre autistique, c'est aussi un trouble neurodéveloppemental, donc c'est aussi quelque chose qui est là depuis l'enfance et qui évolue tout au long de la vie. Ça peut être les deux en même temps. En psychiatrie, malheureusement, c'est très rare d'avoir une seule pathologie isolée. En général, il y a la comorbidité. Donc la comorbidité, c'est le fait d'avoir plusieurs pathologies en même temps. C'est ça aussi ce qui peut être assez compliqué pour faire un diagnostic, parce que là, on a parlé du TDAH avec des difficultés à faire des tâches, à avoir de la concentration, à réfléchir. Mais dans une dépression, on peut aussi avoir une lenteur d'esprit, on peut aussi avoir une baisse de motivation, et donc on peut avoir une dépression qui peut être masquée par un TDAH, ou qui peut masquer un TDAH, ou qui amène à un TDAH. Et un trouble autistique, un trouble du spectre autistique, ça demande une capacité d'adaptation permanente, parce que un trouble du spectre autistique, c'est une neuroatypie. Donc c'est une neuroatypie, donc en fait on est dans un monde qui n'est pas fait pour les personnes neuroatypiques, on est plus dans un monde qui est fait pour les personnes neurotypiques, donc ça demande aux personnes neuroatypiques une adaptation permanente. Sauf que cette adaptation permanente, elle est épuisante, et donc on peut aussi arriver, j'ai des patients qui viennent chez moi pour une dépression, et en fait je diagnostique un TDAH, et puis après à côté de ça je diagnostique un trouble anxieux et puis un trouble autistique, et les trois vont ensemble, et il n'y a pas de problème, ça existe et ça cohabite ensemble. Malheureusement, les gens parfois ont un peu peur parce que ils me disent c'est quoi le prochain diagnostic que vous allez mettre, qu'est-ce qui va se passer, encore une étiquette et ainsi de suite. C'est compliqué, mais l'idée c'est de se connaître un maximum, parce que quand on sait que on n'est pas à l'aise en public parce qu'on a un trouble anxieux, ou on n'est pas à l'aise en public parce que en fait on n'arrive pas à suivre la conversation parce qu'il y a du bruit à côté à cause de notre TDAH, c'est différent. On se dit en fait je suis pas anxieux avec les gens, c'est juste qu'il y a trop de bruit, donc je préfère voir les gens seul à seul. Pour revenir un instant sur l'autisme, tu parles sous ton contrôle, Daniel, mais je crois que dans l'autisme au féminin, enfin en tout cas de personnes qui sont socialisées comme femmes, il peut être très très différent d'un autisme masculin. Est-ce que c'est pareil pour le TDAH ? Alors oui, l'autisme au féminin, parce que la psychiatrie, c'est une spécialité médicale qui a été faite par des hommes, puisque c'est les hommes qui avaient le pouvoir et qui faisaient la médecine, et donc ils ont étudié d'autres hommes pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas chez les hommes et pour les soigner, parce que les femmes, on n'a pas besoin particulièrement de les soigner, sauf si elles sont hystériques. C'est de l'ironie. Donc c'est les choses au féminin sont décrites de façon plus tardivement en général dans toutes les pathologies, donc dans le TDAH et aussi bien dans le TSA, et souvent aussi peuvent s'exprimer de façon différente. On parlait juste avant donc du TDAH, donc le trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Dans les statistiques, il y a plus d'hyperactivité chez les garçons que chez les filles, donc il va passer un peu plus inaperçu chez les filles parce qu'il va moins déranger à l'école. Le garçon, il va se lever, il va fermer la fenêtre, voilà, la fille, elle va regarder par la fenêtre et puis c'est pas grave, ou elle va bavarder un peu, on la change de place et puis c'est pas dramatique. Alors que les deux ont le même problème, le même trouble. Le garçon, il va être pris en charge, il va pouvoir être traité et puis peut-être que ça va améliorer sa scolarité ou sa vie, et la fille va passer sous les radars pendant longtemps, elle va s'adapter, arriver en dépression, arriver chez le psy, et puis on va diagnostiquer ça et on va retravailler là-dessus. Quand tu dis que c'est surtout les garçons qui sont hyperactifs à l'école, est-ce que vous prenez en compte l'hyperactivité mentale ou physique ? Non, justement, c'est parce qu'on prend beaucoup plus l'hyperactivité physique, parce que c'est elle qui pose problème. Oui, en fait, l'idée, c'est il y a un problème, donc on essaie de le résoudre. L'hyperactivité mentale, elle va pas trop poser de problème, parce que c'est les gens dans leur tête. Oui, et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, pour le coup, c'est un peu l'exemple typique où je suis complètement passée sous les radars. Mon diagnostic, je l'ai lu là récemment. Aussi pour d'autres raisons, notamment un contexte assez traumatique dans l'enfance, etc., qui font qu'en fait, question de TDAH, ça passe complètement aux oubliettes. Mais je
moi, en tout cas, j'ai eu pour le coup le parfait cliché de la parfaite élève à l'école qui donne tout à l'école et qui avait de très bons résultats. Mais après, je comprends maintenant qu'en fait, c'était aussi au prix de beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, beaucoup d'adaptation. Et effectivement, que c'était surtout de l'hyperactivité mentale chez moi et d'autres choses, mais qui du coup, effectivement, sont moins visibles, mais qui peuvent être quand même, enfin, qui peuvent porter préjudice, mais d'autres manières à l'école quand même. Et comme quoi, par exemple ? Par exemple, sur le plan relationnel, sur le plan des relations avec les autres, de comment s'intégrer. Alors, c'est pas comme dans un TSA, mais il y a des liens dans le sens où l'insertion dans un groupe social, elle est des fois pas toujours évidente, toujours pour cette histoire un peu de codes sociaux dont je parlais au début. Et puis après, sur ce truc de l'impulsivité, du coup, ça joue aussi dedans. Enfin, je trouve qu'en tout cas, on aurait pu le voir, mais en fait, je pense qu'aussi tout dépend du milieu social dans lequel on vient. Et il y a des endroits dans lesquels en fait peut-être dans telle famille on va beaucoup plus se préoccuper de ça. Moi j'avoue que, enfin c'est pas pour faire la plus heureuse ou quoi, mais dans ma famille c'était pas du tout la priorité et il y avait bien d'autres problèmes à régler que ça, donc le TDAH c'était pas du tout quelque chose auquel on s'intéressait. Et puis, comme tu parles de la famille, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, il y a il y a aussi une part légèrement génétique. Et donc, en général, quand il y a une personne qui a un TDAH, on propose des diagnostics ou de faire au moins des auto-questionnaires au reste de la famille. Donc, en fait, parfois, dans une famille, les 4 ou 5 individus ont un TDAH, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'en fait ils ont tous un TDAH et donc ils sont tous impulsifs, ils ont tous l'habitude de claquer les portes. C'est comme ça dans ma famille, mais c'est pas grave, c'est normal. Ah, en fait, je suis allé chez ma copine la dernière fois et j'ai vu que les gens se coupaient pas la parole et il y avait une discussion et puis tout le monde se levait pas en même temps et on mangeait tous à table. Ah d'accord, ok. En fait, c'est un peu particulier chez sa famille. J'ai une très bonne anecdote sur ça, parce que moi, pour le coup, je pense que ma mère et ma sœur, typiquement, complètement. Et à un moment, quand je commençais à avoir des soupçons et que je savais pas trop encore, c'était les vacances de Noël, j'y allais avec mon copain, on en parlait dans le train. Et puis, on arrive, et en fait, on voit juste ma mère, ma sœur s'agiter partout. On s'assoit sur le canapé et juste on a eu un énorme fou rire parce que tout ce dont on venait de parler, du fait que potentiellement il y a des trucs génétiques, je me suis dit, mais en fait, ça vient... Enfin voilà, il y a potentiellement quelque chose de famille aussi. Mais alors justement, si on soupçonne ça chez soi ou chez des membres de sa famille, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a un TDAH ? Alors en général, en France, pour avoir un diagnostic médical, il faut aller voir un médecin. Donc c'est les psychiatres qui vont poser ce diagnostic, ou alors certains neurologues, mais encore souvent les psychiatres. Donc les pédopsychiatres ou les psychiatres, on va consulter et on va expliquer plein de choses. Et le psychiatre ou le pédopsychiatre va pouvoir donner son diagnostic ou ses diagnostics, il y en a plusieurs. Moi, en l'occurrence, j'ai eu un parcours un peu différent parce que justement, je suis passée par d'autres thérapies, donc un psychologue plutôt classique, ensuite de l'EMDR, et en fait, c'est le schéma, et ensuite TCC, donc là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, et en fait, la même chose qui ressortait à chaque fois, c'était ok, on a résolu certains problèmes, mais il y a toujours un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Et chaque psy me mettait quand même sur cette piste du TDAH. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me poser la question et ensuite à avoir un diagnostic. Pour le coup, moi, c'est avec l'hôpital de Sainte-Anne, il y a un service spécialisé sur ça. À Paris ? Oui. Et du coup, est-ce que c'est facile ? Parce que moi, demain, je peux aller sur Doctolib et prendre rendez-vous avec un psychiatre et avoir mon diagnostic dans la semaine. Alors, tu peux prendre un rendez-vous avec un psychiatre, peut-être pas dans la semaine parce qu'ils sont débordés. Et après, je sais pas s'il va diagnostiquer chez toi un TDAH et c'est pas obligatoire. Si tu viens avec beaucoup de suspicions, avec un suivi psychothérapeutique qui a été assez long, ou par exemple, j'ai des psychologues qui sont assez spécialisés là-dedans, qui m'envoient des patients qui m'ont dit en fait j'ai déjà fait plein d'échelles, j'ai déjà fait passer plein de questionnaires. Pour moi, il y a un TDAH. Il faut juste que tu mettes le tampon médical dessus. Moi, je fais confiance à mes collègues psychologues, donc je vois les personnes et quasiment en une consultation, je confirme le diagnostic parce que j'ai lu les questionnaires avant, j'ai lu toutes les choses qui ont été faites, les comptes rendus, et puis voilà, je leur dis oui, il y a un TDAH effectivement, et ensuite on part sur les différents types de traitements qui peuvent exister. Voilà. Si les personnes viennent comme ça et me disent j'ai un TDAH, je vais leur dire oula, on va en parler ensemble et puis on va voir, et puis c'est quelque chose qui s'ancre depuis longtemps dans la vie, donc on va revoir un petit peu votre parcours de vie et puis je vais poser plein de questions. Puis parfois il faut 2, 3, 4 consultations. Je leur donne souvent un questionnaire à remplir qui peut être un peu long, c'est compliqué quand on a un TDAH, mais en général je le vois assez rapidement et après oui, je peux poser le diagnostic en 3 séances si on veut, par exemple, si on veut donner un chiffre. Sur la facilité, moi je rajouterais 2 choses du coup. Donc patiente, c'est le truc de aussi. Moi pour le coup, j'ai fait le choix de faire tout le parcours en public. Et donc les délais sont très longs.
Je veux dire, à l'hôpital de Sainte-Anne, même si le service est absolument génial, il m'a fallu plus d'1 an et demi pour obtenir un rendez-vous. Puis c'est un rendez-vous, puis après il faut en prendre d'autres, et puis voilà. Et puis il faut aussi trouver. Maintenant, donc je suis plus du tout à Paris, et j'ai dû trouver un psychiatre dans une autre ville, et en fait, trouver aussi des psychiatres qui connaissent à minima le sujet du TDAH, parce qu'il y en a quand même encore qui réfutent et qui disent que c'est uniquement chez les enfants. Donc c'est pas évident parce qu'il y a une demande très forte maintenant, et il y a, c'est ce que on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais il y a chez beaucoup de demandes et pas forcément autant d'offres que ce qu'on voudrait, et donc il y a beaucoup de délais, et quand on a un TDAH, tout ce qu'on n'aime pas, c'est les délais, et donc on se retrouve à devoir appeler 30 psychiatres dans une ville, et en fait c'est épuisant. Moi là, quand j'ai dû le faire dans la ville dans laquelle j'ai déménagé, j'ai procrastiné le truc pendant très longtemps, et au bout d'un moment je me suis mise à appeler, mais ça m'a coûté énormément, et c'est une forme de violence de plus que de devoir faire tout ça en plus pour trouver un suivi. J'ai l'impression que là, tu parles justement du fait que toi, tu as choisi de faire ça dans le public, dans l'hôpital public, donc parce que c'est un parcours de soins, j'imagine, gratuit. Donc là, il me semble qu'il y a une inégalité d'accès aux soins, parce que si on est quelqu'un avec pas du tout de moyens, on est obligé de passer par là. Et si on a des moyens, ça veut dire qu'on peut se payer des psychologues, on peut faire des contre-diagnostics. Daniel, est-ce qu'il y a une inégalité de ce point de vue-là ? Est-ce qu'il faudrait que tout le monde passe par l'hôpital public ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait dans un monde juste ? Je ne sais pas, mais oui, ça serait bien qu'il y ait beaucoup plus d'accès, facilité d'accès à l'hôpital public, parce que, mais sauf qu'il manque de moyens, il manque de personnel, il manque de plein de choses. Donc même les professionnels, j'étais à l'hôpital public avant, je suis parti parce que ça n'allait plus. Ça s'écroule dans tous les sens, et c'est lourd aussi pour les professionnels qui travaillent là-bas de voir que, en fait, il y a plein de patients qui attendent des choses, mais on doit aller à une réunion administrative qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, mais on doit la faire parce que c'est comme ça, et en fait il y a des délais d'attente pour les gens et ainsi de suite qui s'allongent, et donc après moi je me suis installé en libéral, donc oui, ça fait de une médecine à 2 vitesses, donc les gens qui peuvent venir me consulter viennent me consulter. Alors après je fais juste une petite explication de comment ça se passe quand on va voir un médecin en libéral. Il y a en général différents modes d'installation. Il y a le secteur 1, qui est un secteur sans dépassement d'honoraires. Et donc là, par exemple, la consultation psychiatrique, elle est à 55 €, avec une prise en charge par la sécurité sociale qui est de 70% ou de 90% si vous êtes dans la région Alsace. Mais ça, c'est une spécialité chez nous seulement. Donc venez en Alsace. Et puis le reste est pris en charge par la personne et sa mutuelle. Et ensuite, il y a les possibilités de faire du dépassement d'honoraires. Donc le professionnel, s'il a travaillé pendant un certain temps à l'hôpital public, il peut ensuite faire du dépassement d'honoraires. Donc le dépassement d'honoraires est à la libre appréciation du professionnel. Donc il peut faire les tarifs qu'il veut à peu près. Ça reste plus ou moins encadré, mais on vous dit pas, il faut absolument que vous dépassiez pas 100 € par consultation. En fait, vous faites ce que vous voulez. Et après, si les gens viennent venir vous voir et qu'ils veulent payer et qu'ensuite leur mutuelle rembourse, voilà. Mais sinon, vous voyez personne parce que vous faites 1 000 € la consultation, donc personne vient vous voir. Et ensuite, moi en tant que professionnel, j'adapte mes tarifs aussi à la personne qui vient me voir. Si c'est une personne qui est à la C2S, donc qui est l'ancienne CMU, on fait pas de dépassement d'honoraires pour les personnes qui sont dans ces catégories-là. L'ancienne CMU, c'est du coup une mutuelle pour des personnes qui ont des moyens très très bas, c'est ça ? Voilà, c'est la couverture médicale universelle ou la complémentaire santé solidaire, CSS. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires qu'on peut faire pour ces personnes-là. Pour les étudiants, pour d'autres personnes, je ne fais pas de dépassement d'honoraires. Si les personnes me disent en fait j'ai des difficultés financières, je vais dire c'est bien de venir vous consulter, mais moi je vais pas vous faire du dépassement d'honoraires parce que il y a aucun intérêt que non seulement vous alliez mal d'un point de vue santé psychique, mais en plus vous allez mal financièrement. C'est un peu la double peine. Et puis je vais pas aggraver cette difficulté financière. Il y a des personnes qui me disent en fait moi j'ai une bonne mutuelle, à chaque fois elle me rembourse toutes mes consultations. Je fais en fait je fais le tarif que j'avais imaginé au départ, et puis mais le truc c'est des psychiatres comme toi, il y en a pas non plus. Parce que moi j'ai hésité là. Je veux dire, donc je suis arrivée à Toulouse, j'ai hésité on m'avait conseillé notamment des psychiatres qui prenaient en visio, notamment des psychiatres qu'on m'avait recommandé à Paris, comme ça c'était plus pratique et tout. Mais la consultation à 160 €, ouais, on tousse quoi. On tousse très fort. Est-ce que c'est pour ça du coup que souvent, moi j'entends très souvent le truc en fait le TDAH c'est un truc de bourgeois quoi.
Est-ce que c'est en fait juste parce qu'il y a que les bourgeois qui peuvent se payer des diagnostics ? Je pense que ça reste, de toute façon, ça reste toujours une forme de privilège aussi à un moment que de pouvoir s'intéresser à ces questions-là. Enfin, tu vois, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était au début le cadet de mes priorités et après je m'en suis rendu compte et ça m'a permis de comprendre plein de choses. Mais tout ce qu'on a dit, je pense que ça reste quand même une forme de privilège que de s'en occuper. Alors du coup, justement, à quoi ça t'a servi d'être diagnostiqué ? Moi, ça m'a permis de comprendre foncièrement comment je fonctionne et donc c'est vrai que ça m'a donné en fait une grille de lecture supplémentaire. Maintenant, depuis que j'ai eu le diagnostic, alors bon, il y a d'autres problématiques qui se posent, mais en tout cas, j'ai aussi surtout beaucoup plus de bienveillance sur plein de choses parce qu'en fait, je comprends qu'en fait, dans mon quotidien, mis à part chez moi, je m'adapte en permanence. C'est-à-dire même là, typiquement, ça me coûte de pas couper la parole, de rester comme ça, d'attendre. Et il y a une adaptation permanente qui cause beaucoup de fatigue. Et donc maintenant, j'ai surtout beaucoup plus de bienveillance. Et aussi, je me dis, ok, bon tu fonctionnes comme ça, donc là, tu vas peut-être essayer plutôt de faire ça. Enfin, en fait, juste, ça me donne plus d'outils. Là où avant, je me sentais assez désemparée en me disant, mais je comprends pas comment faire, quoi. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple de comportement que tu as, qui est pas forcément la norme et qui, en fait, pour une personne dans la norme, entre guillemets, ça demanderait pas spécialement d'adaptation, mais toi, oui? Un exemple, pour le coup, que j'ai envie d'aborder, c'est peut-être celui de l'hyperfocus, qui est beaucoup... Alors, pour expliquer l'hyperfocus, c'est un truc qui est assez connu chez les TDAH parce que c'est cette faculté, on va dire, des fois, qui est un peu glamourisée de se mettre sur un truc, d'y rester 3 jours sans manger, boire, dormir presque. Alors comme ça paraît super parce qu'on abat 1 mois de travail en 3 jours. Sauf qu'en fait, déjà, on a une fatigue pendant 3 semaines après qui est terrible. Et en fait, moi, des fois, j'aimerais avoir en fait ce truc d'équilibre, quoi, parce qu'en fait, c'est tout ou rien. Je vais procrastiner le truc pendant très longtemps et à un moment, je vais m'y mettre. Je vais produire un super truc. Et donc, ce qui est pas évident, c'est qu'en face, les personnes vont juste voir la façade de ce qui a été produit, mais vont pas voir tout ce qu'il y a derrière. Et moi, je sais que c'est aussi notamment le cas dans le milieu plutôt académique et tout, parce que je sais qu'on me dit que je fais des choses qui sont plutôt bien, mais on voit pas aussi le prix qu'il y a derrière et ce que ça m'a coûté. Donc il y a ça. Et puis après, d'autres exemples très simples, c'est tout ce qui est sensoriel, auditif. Je suis très irritable sur ça. Typiquement, une anecdote assez simple, c'est que quand je suis arrivée à Paris, au tout début, je mettais des boules caisses dans le métro, dans la rue, partout, parce que je me sentais juste agressée en permanence. Parce que c'est comme si, déjà, dans ma tête, il y a sans cesse 30 pensées en même temps. Et si, en plus, il y a tout ce qu'il y a autour, en fait, des fois, ça devient invivable. Et en fait, des fois, on a juste envie d'avoir un bouton off, de se dire, OK, là, je veux que ça s'arrête. Et ça, c'est un truc que je ressens très souvent, quoi. Et pour revenir à ta question qui était aussi à quoi ça sert d'avoir un diagnostic, le fait d'avoir un diagnostic, surtout quand on est en âge de la scolarité ou qu'on est dans des études, ça permet d'avoir des adaptations. En fait, une fois qu'on a un diagnostic, on peut aller voir les enseignants ou les enseignantes et on peut aller voir l'université et demander des adaptations. Donc, par exemple, typiquement, il y a des élèves qui ont un TDAH, qu'est-ce qu'on va faire ? On va en général les mettre devant parce que s'ils sont derrière, ils voient tous les autres élèves et ils vont les regarder, ça va être une source de distraction monstre. Alors que s'ils sont devant, ils voient juste la personne qui donne le cours, donc la distraction est un peu moins importante. On évite de les mettre à côté de la fenêtre parce que source de distraction. On leur propose de distribuer des feuilles quand il y a des feuilles à distribuer parce qu'il y a une hyperactivité, il y a besoin de bouger. Donc voilà, il y en a qui ont le droit de sortir et d'aller faire quelques pas dans le couloir et de revenir s'asseoir. Et puis ensuite, quand on est en âge d'études, il peut y avoir des adaptations, par exemple à des examens. Et puis après, quand on va voir d'autres spécialistes, on peut leur dire j'ai un TDAH. Voilà, ça peut permettre de comprendre aussi un mode de fonctionnement. Ou si on change de ville, on va voir un autre psychiatre. Le fait d'avoir eu ce diagnostic-là, on peut dire il y a déjà quelqu'un qui a posé ce diagnostic. Alors que si vous venez, vous dites j'ai vu une psychologue pendant 3 semaines et puis elle m'a dit que j'avais un TDAH, le psychiatre il va peut-être émettre un peu des doutes. Et plus tard aussi pour la prise en charge médicamenteuse. Genre justement, explique-moi un peu, est-ce qu'il faut absolument avoir une prise en charge médicamenteuse quand on a un TDAH ? Alors non, il faut pas obligatoirement. C'est toujours la question de quel est l'impact que ça a dans la vie de la personne. En général, chez les enfants, on va faire d'abord des prises en charge non médicamenteuses. Donc on adapte un maximum l'environnement scolaire, l'environnement familial ou l'environnement extrascolaire quand il y a des activités. Donc comme je vous ai expliqué avec l'école, à la maison, on va aussi éviter de lui demander de faire ses devoirs pendant 1 heure ou 2 heures, de rester concentré sur ses devoirs. Il va le droit d'avoir fait des pauses tous les quarts d'heure et puis avec plus de valorisation positive. Et au fur et à mesure, si on voit que ces adaptations-là, cette psychoéducation-là ne fonctionne pas, dans ce cas-là, il peut y avoir des traitements médicamenteux qui peuvent aider la personne.
Donc le traitement médicamenteux de base, c'est une molécule qu'on appelle du méthylphénidate qui va venir jouer sur les récepteurs à dopamine au niveau du cerveau. Et cette molécule-là, le méthylphénidate, elle est déclinée sous plein de formes. La plus connue, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la Ritaline. Ensuite, il y a le Quasime, il y a le Concerta, mais je suis pas là pour faire de la pub pour des labos. Donc, l'objectif, c'est que la dopamine qu'on a dans le cerveau, elle est sécrétée à un moment et ensuite, elle est réabsorbée à un autre moment. Et quand il y a ces traitements qui sont mis en place, eh ben, ça va faire en sorte que la réabsorption, elle soit moins rapide et donc on ait un peu plus de dopamine et qu'on arrive à être plus concentré et à arriver à avoir moins d'aversion à faire certaines tâches. C'est un médicament qui va fonctionner, comme je le dis souvent, on-off. Donc vous prenez le médicament, 10-15 minutes après, il y a l'effet du traitement. Et ensuite, il y a le traitement qui va durer un court terme de 4 heures. Il y a un traitement qui va être plus long, qui va durer 6 à 8 heures. Et ça peut être complètement adapté à la personne. C'est-à-dire que des enfants ou des personnes en âge de la scolarisation qui ont école lundi, mardi, jeudi, vendredi, et c'est à l'école qui a besoin d'être concentré, ils vont prendre quelque chose qui va être en libération prolongée, donc 6-8 heures le matin pour avoir une action sur toute la journée. Ils vont pas le prendre le mercredi ni le week-end. Peut-être qu'ils vont le prendre le dimanche soir en libération courte pour pouvoir être concentrés quand il y a le moment des devoirs. Il y a des personnes adultes chez qui je prescris de la Ritaline aussi de façon continue parce qu'ils sont dans des démarches... en fait, quand vous avez un TDAH, il y a des problématiques administratives qui sont majeures. Donc, vous avez une amende que vous recevez par la poste, vous l'ouvrez, vous dites « Ah, il faut que je paye mon amende ». Donc, vous allez dans votre tiroir, vous cherchez votre chéquier. Ah, il n'est pas rangé dans ce tiroir-là. Par contre, il y a un objet là qui n'est pas au bon endroit. Donc, je vais aller ranger dans un autre tiroir. Je retrouve mon chéquier. Mais ensuite, il faut que je fasse à manger parce que c'est l'heure, il y a des enfants qui hurlent. Et donc, en fait, j'ai un papier qui traîne, je le mets à la poubelle. C'était l'amende que j'ai pas vue. Et puis après, je reçois une amende forfaitaire. Et puis, à un moment donné, je suis interdit bancaire ou je suis fiché à la Banque de France. Pourquoi ? Parce que j'ai un TDAH. Alors, toutes les personnes qui sont fichées à la Banque de France n'ont pas un TDAH, d'accord ? Mais j'ai des personnes qui sont en difficulté financière majeure parce qu'il y a un TDAH qui n'a pas été diagnostiqué. Donc, ces personnes-là, on met un traitement en place. Les gens me disent, mais tous les autres personnes fonctionnent comme ça ? C'est facile. Je leur dis, oui, la plupart des gens arrivent à rester concentrés pendant au moins 10 minutes sur quelque chose. Ça part pas dans tous les sens tout le temps et c'est voilà. Ils arrivent à se contenir et à se dire OK, il faut que je fasse ce document administratif même si ça m'embête. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un emploi plutôt physique mais qui ont des réunions une fois par mois. Et donc dans ce cas-là, pendant la réunion de 2 heures où il faut écouter les différentes personnes présenter des PowerPoint et écouter un minimum, être attentive ou attentif, et parfois même intervenir et faire des présentations, dans ce cas-là, on peut avoir le traitement juste à ce moment-là. Donc c'est vraiment de l'adaptation selon chaque situation, selon chaque personne. Mais en fait, à t'écouter, je me dis que j'ai l'impression que c'est une sorte de pouvoir magique qui a l'air incroyable. J'ai envie de quitter cet épisode et de me faire diagnostiquer maintenant et d'avoir ce traitement. Non, plus sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas des dérives du coup ? Parce que en fait, je veux dire encore une fois... système dans lequel on est ultra valorisé, si on est hyper efficace, hyper productif, on met tout le monde sous Ritaline et ça y est, on est tous des super petits soldats du système. Et... Je peux répondre si vous voulez, parce que moi pour le coup j'ai commencé la Ritaline la semaine dernière, donc c'est tout frais. Ce truc justement de se dire ouais, c'est comme ça que tout le monde fonctionne, c'est assez dingue, et encore je suis à la dose assez minimale qu'on a au début, mais alors je sais pas, par contre du coup là je sens un peu moins les effets et tout, enfin voilà, va falloir augmenter les doses, mais par contre j'ai quand même, dans le 2e jour où je l'ai pris, je devais me mettre sur une tâche qui était très ingrate, qui est de faire de la retranscription. Quand en thèse on fait des entretiens, il faut retranscrire des entretiens, c'est hyper long. Et en fait, je me suis même pas posé la question de je m'y mets, je procrastine et tout. Je me suis mise automatiquement. Il y a des collègues qui sont venus me demander est-ce que je voulais déjeuner avec eux. Je leur ai dit non. Et j'étais très concentrée et c'était assez incroyable. Après, sur les dérives, je sais pas s'il y a tant de dérives que ça. Pour le coup, ça c'est quelque chose auquel Daniel pourra répondre. Par contre, en tout cas, il y a des effets secondaires qui, je pense, quand même peuvent un peu calmer quand même, parce que pour le coup, là, je sens quand même déjà certains effets secondaires, comme l'irritabilité. Typiquement, j'étais sur une semaine où j'avais pas trop le moral quand j'ai commencé, et j'ai senti, alors c'est peut-être pas lié qu'à ça, mais en tout cas, j'ai senti que par rapport à d'habitude, j'avais une tendance à avoir beaucoup plus les choses de manière négative, et des fois très négative. Et puis au tout début, quand tu commences, t'as des palpitations cardiaques, donc c'est pour ça qu'avant qu'on te prescrive du méthylphénidate, il faut aussi aller voir un cardiologue pour vérifier que tout est ok. Donc il y a aussi des petits effets secondaires qui peuvent aussi, je sais pas s'il y a des dérives, mais en tout cas il y a ça. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent aider dans le TDAH, c'est-à-dire que
une des choses qui est la plus recommandée, c'est aussi la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC. Et moi, typiquement, en parallèle, je fais de la TCC et mon objectif, c'est plutôt de prendre là au tout début. Donc, il faut prendre de la Ritaline au tout début pour tester, donc de manière plutôt continue. Mais moi, à terme, je sais que ça sera plutôt pour certains moments précis, parce qu'il y a des moments aussi où on pourra en parler, le TDAH a quand même certains avantages, et où du moins, où je veux dire, ça va pas être trop handicapant. Donc je sais que je vais essayer personnellement de le circonscrire à certains moments. Pour la question des dérives, oui, il peut y avoir des dérives. Quand vous êtes parent de votre enfant qui est dans une école et que il faut réussir des concours, vous avez peut-être envie que votre enfant soit mis sous Ritaline pour qu'il puisse réviser toute la nuit et réussir ses concours. Bien sûr, il y a des dérives sur tout. Donc, je vous ai peut-être pas précisé, mais le méthylphénidate, c'est une molécule qui est délivrée sur des ordonnances sécurisées. Donc, une ordonnance sécurisée, c'est une ordonnance sur laquelle on écrit la date en toutes lettres. Comme ça, c'est plus difficile à falsifier. On écrit le nom de la pharmacie où la personne va devoir chercher le traitement. Elle peut aller que dans cette pharmacie-là. Et par rapport à la date, elle a 3 jours pour aller chercher le traitement. Si elle y va après ces 3 jours, on commence à enlever les médicaments. Si elle y va 7 jours plus tard, on enlève quelques médicaments. Et c'est des ordonnances qu'on peut faire que pour 28 jours, justement pour éviter tout type de dérive. Et si ensuite il y a des personnes qui délivrent quand même du méthylphénidate chez des personnes qui n'ont pas de diagnostic de TDAH, c'est que c'est des professionnels de santé ou juste des professionnels ou des gens qui font pas très bien leur travail et qui font de la dérive comme partout il peut y en avoir. Mais c'est vrai que moi j'ai été étonnée parce que typiquement là on m'a prescrit donc pour 14 jours au tout début pour tester et la pharmacienne a dû sortir le petit pot et puis prendre un par un les comprimés. Elle avait jamais fait ça, elle était toute perdue parce qu'elle devait vraiment compter un par un les 14 comprimés pour les 14 jours. Donc c'est pour ça que effectivement sur les dérives je pense que c'est un peu circonscrit à certains cas quoi. Est-ce que pour vous, parce que en fait ce que vous décrivez c'est quand même un trouble qui est suffisamment fort pour qu'on prescrive, en fait c'est des amphétamines, un dérivé d'amphétamine, oui. C'est quand même assez intense quoi. Et j'ai l'impression que, je me demande si on prend assez au sérieux. Parce que par exemple, tout à l'heure on parlait d'autisme, j'ai l'impression que ces dernières années on a commencé vraiment à prendre au sérieux l'autisme, et heureusement qu'on l'a fait, parce que c'est un trouble sérieux, enfin voilà, c'est un trouble qui handicape des gens dans la vie. Est-ce que pour vous, il y a un côté encore un petit peu léger avec le TDAH ? Moi je me sens encore très peu... Alors, légitime. Enfin, j'ai encore du mal à en parler parce que je sens qu'il y a tout ce truc de oui, c'est une mode, oui, non, mais moi aussi, je suis hyperactif. Et c'est assez. Enfin, en tout cas, moi, en tant que personne concernée, enfin, je sais que du coup, c'est un peu selon les endroits où j'en parle parce que j'ai très vite peur de comment la discussion va dériver. Et même là, du coup, depuis que j'ai eu le diagnostic, ça m'a éclairé plein de choses. J'étais trop contente. J'avais envie d'en parler à plein de personnes et je me suis sentie, au final, selon les endroits, même avec des proches, des fois. Plutôt pas écoutée, pas comprise et donc je pense que ça dépend des personnes, mais en tout cas je trouve qu'en tout cas, enfin personnellement il y a des endroits où je me suis pas sentie prise au sérieux. Ouais. Le problème du TDAH, il y a cette impulsivité, il y a des difficultés à gérer certaines émotions et rapidement, il peut y avoir des prises de toxiques. Et en fait, les prises de toxiques peuvent arriver très tôt, vers 14-15 ans, et ensuite détruire la vie de la personne avec de l'alcool, de la drogue ? De l'alcool, des drogues, de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne ou plein d'autres drogues. Sauf que il y a plein d'effets secondaires à toutes ces autres drogues. Effectivement, sur le méthylphénidate, il y a aussi des effets secondaires, sauf que les effets secondaires sont connus, vont être contrôlés, vont être vérifiés, vous allez voir votre médecin régulièrement et si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous en parler, on fait des examens complémentaires. Comme l'a dit Camille tout à l'heure, avant chaque prescription, avant la mise en place du traitement, il faut que vous alliez voir un cardiologue pour vérifier que ce soit OK. Je sais pas si vous prenez de la cocaïne, je suis pas sûr que vous ayez vu un cardiologue avant. Est-ce que c'est bon, je peux en prendre ou pas? Voilà. Et puis la cocaïne, je sais pas, par exemple, comment est-ce qu'elle est fabriquée, à quoi elle est coupée, et ainsi de suite. C'est le problème avec la plupart des drogues, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors que normalement, au niveau des traitements médicamenteux, c'est quand même il y a une des grosses traçabilités, c'est quand même beaucoup plus surveillé. Donc ça, c'est la grosse problématique qu'il y a avec les personnes qui ont un TDAH, c'est qu'en général, 3/4 des personnes avec un TDAH ont des consommations addictives, donc ça permet de diminuer ça. Parce que c'est le circuit de la récompense avec les drogues qui va être
être assez agréable et fonctionner très rapidement. Et chez les personnes avec un TDAH, ça va fonctionner encore mieux, donc elles vont avoir encore plus d'aversion, encore plus d'appétence pour les drogues. En fait, il y a une recherche tout le temps de dopamine très facile, quoi. De trucs facilement accessibles parce que c'est difficile et on a envie tout le temps d'avoir des trucs avec de la récompense. Et puis, un autre truc aussi dans ça, c'est que dans le TDAH, il y a plein de comorbidités, comme tu as dit tout à l'heure. Et moi, typiquement, ça m'a aussi... Alors, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, notamment de l'hyperphagie, pendant très longtemps. Alors, il y a eu d'autres raisons, mais maintenant, je comprends qu'il y avait aussi ce truc de un truc facile, maintenant, ça va pas. Ok, je fais de l'hyperphagie parce que ça me permet de couper mes pensées, l'activité mentale et de me donner un truc qui soit satisfaisant tout de suite. Tu me disais, Camille, quand on préparait cet épisode, que toi, tu avais l'occasion de participer à des conversations collectives avec d'autres personnes qui avaient des TDAH, un peu comme une sorte de cercle de parole, enfin en tout cas de la paire aidance. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Pourquoi ça peut être chouette de faire ça ? Alors déjà, je peux te dire peut-être lesquels c'est s'il y a des personnes que ça intéresse. Il y a notamment l'association Hyper Super, qui est plutôt l'association qui est assez reconnue, j'ai l'impression, par les praticiens, qui est spécialisée sur le TDAH, qui a des antennes régionales, etc., qui organise des groupes de parole, qui organise plein de choses. C'est une chouette association. Et moi, pour le coup, les groupes que j'ai faits, c'est plutôt à l'hôpital de Sainte-Anne, en fait. Donc, ils ont un service spécialisé et un hôpital de jour. On peut faire divers ateliers. Et moi, j'ai fait des ateliers de psychoéducation. Donc, c'était de l'éducation sur qu'est-ce que le TDAH avec des psychomotriciens, des neuropsys, des infirmiers, etc. Et puis après, des ateliers de remédiation cognitive avec un neuropsy qui peuvent être aussi une première porte sur comment vivre avec son TDAH sans faire de la TCC et sans prendre de la Ritaline, d'ailleurs. Et ces ateliers, moi, par contre, c'est long, ça prend beaucoup de temps, mais en tout cas, ils m'ont permis déjà de parler avec des personnes qui comprennent tout ce qu'on vit. Donc déjà, ça fait juste du bien. C'est une forme de non-mixité, mais de TDAH. On en rigole, mais c'est vrai que ça... Enfin, pour le coup, c'est vrai que moi, comme je disais tout à l'heure, je fais hyper attention dans les endroits où j'en parle. J'ai toujours l'impression de tout ramener à ça parce que je viens d'apprendre ça. Et du coup, là, c'était un endroit où on pouvait en parler hyper librement. Et ce qui était très drôle aussi, c'est que ça m'a permis de me mettre à la place des personnes dans mon quotidien et mes proches. Parce que tout ce que je déteste dans mon quotidien, en fait, c'est tout ce que fait une personne TDAH, quoi. Couper la parole, être hyper intense, enfin, plein de trucs. Enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'aimais pas trop chez les personnes que je faisais tout le temps. Et du coup, ça m'a permis aussi d'un peu mieux comprendre mes proches sur ça, parce que je me suis mise un peu de l'autre côté aussi. Justement, tu parles des proches. J'ai l'impression que quand on a un TDAH ou n'importe quoi d'autre qui est un peu différent de la moyenne, il y a toujours ce truc de se justifier et d'avoir l'impression en face d'avoir des gens qui comprennent pas. Donc, est-ce que tu peux nous donner des tips pour être de bons alliés de personnes qui ont des TDAH ? Waouh. Un premier tip, mais c'est peut-être pas le plus positif, c'est de choisir des personnes avec qui on en parle. Je pense qu'il faut aussi un peu se préserver. Moi, typiquement, il y a des personnes à qui j'ai choisi de pas en parler, notamment de ma famille, parce que je sais très bien que ça va rien apporter en fait de très positif. Donc déjà, je pense se préserver. Et puis après, en tant que personne qui reçoit ça, je pense que c'est un peu le classique de quand on parle de troubles de pathologie, ne pas remettre en cause la parole, s'y intéresser vraiment, écouter et demander ce qu'on peut faire dans le quotidien. Et puis surtout, en fait, il y a ce truc de c'est bien mignon de dire ah ok t'as un TDAH, je m'en doutais. Enfin moi c'est beaucoup de réactions que j'ai eues, mais après il s'agit aussi de se remettre en question des fois. Comment je peux aider cette personne dans son quotidien ? Comment je peux, par exemple, on va se voir un soir. Si tu sais que la personne est fatiguée, tu vas éviter un bar trop bruyant en fait. Tu vas éviter un truc où en fait on est entouré de plein de personnes. Tu vas essayer d'être plus compréhensif sur. Alors je dis pas qu'il faut tout excuser sur le TDAH, et même moi c'est mon dilemme permanent en ce moment de me dire est-ce que en fait on est en train de je veux pas qu'on excuse ce que je fais, faut pas que ça soit une facilité, parce que je peux faire des choses qui sont pas ok, mais quand même, je pense qu'il doit y avoir une compréhension supplémentaire sur plein de choses. Donc, je pense que c'est en tout cas prendre en compte le TDAH aussi en tant que personne proche, alliée, pour essayer que cette personne se sente mieux. Et par exemple, cet exemple des bars, c'est un très bon exemple, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois d'aller dans des soirées en fait où juste c'est trop bruyant, il y a trop de gens, et en fait, je phase quoi. Oui, en fait, c'est très difficile de le verbaliser parce qu'on passe un peu pour la relou, quoi. Daniel, des tips ? Donc des tips pour les personnes aidantes des proches qui ont un TDAH, c'est de se documenter, de savoir déjà ce que c'est, de regarder des petits films, des petites vidéos, des podcasts, pour comprendre comment est-ce que la personne est en galère avec ça, que c'est un trouble, qu'elle le fait pas exprès, de peut-être en parler avec elle, de lui dire ah oui, t'as été diagnostiqué ton TDAH, comment est-ce que tu vis avec ça ?
de lui poser des questions, de lui dire tiens, tu as eu un diagnostic de TDAH, est-ce que maintenant que tu as ce diagnostic-là, tu comprends un peu mieux certaines choses? Parce que quand on découvre un nouveau diagnostic, on se dit en fait, si je faisais cette chose-là ou cette chose-là ou cette chose-là, c'est parce que j'avais ce TDAH. En fait, si j'arrivais pas à aller discuter avec des amis dans un bar, c'est parce qu'en fait j'ai mon TDAH qui fait que j'écoute toutes les conversations autour de moi et j'arrive pas à rester concentré. Et donc les gens pensent que je suis pas intéressé par la conversation, mais non, c'est parce que il y a tout cet environnement-là. Donc comprendre un maximum la personne, lui poser des questions, ça va vraiment permettre de dire ok, voilà, je m'intéresse un petit peu à ton trouble. Et par contre, quand il y a des moments où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que la personne est en train de parler beaucoup et que on veut essayer de lui dire, on lui dit écoute, là je sature, il faut qu'on arrête de parler de ce sujet-là, on va parler d'autre chose, ou voilà, pas hésiter à lui dire en fait, parce que Camille l'a dit juste avant, des fois les personnes rentrent dans un sujet et n'en sortent pas parce qu'elles sont passionnées par ça et c'est compliqué, et elles se rendent pas compte que l'autre personne elle est épuisée ou qu'elle n'arrive pas à suivre ou que ça va un peu trop en profondeur pour qu'elle nous raconte ce qu'elle a fait en détail et quelle technique a été utilisée pour faire je sais pas quoi. En plus, j'imagine que si ça vient d'un proche qui par ailleurs est un bon allié et est intéressé par ce trouble, c'est pas pareil que d'avoir une personne qui par ailleurs se fiche du TDAH et nous dire tu me coupes la parole, c'est relou quoi. Un truc aussi pour compléter ce que tu as dit, c'est peut-être aussi verbaliser son fonctionnement et ses besoins. Là du coup j'ai emménagé avec mon copain et on a pris ce temps-là, donc effectivement il y a eu ce temps où en fait je lui ai donné beaucoup de documentation pour qu'il prenne le temps aussi lui à son rythme de commencer à lire certaines choses et puis après qu'on puisse en rediscuter. Enfin, on a fait plusieurs allers-retours comme ça pour en discuter et après de verbaliser le fonctionnement par exemple, je sais pas, on s'est dit des trucs un peu qui peuvent paraître un peu simples je dis voilà, moi après 22 heures pas de bruit fort en fait. Enfin, je ne supporte pas ça. Après c'est un truc dont je me suis rendu compte récemment aussi j'avais jamais conscientisé ça, mais en fait j'ai une manière de ranger chez moi qui est très précise. Parce que y a des moments quand tout est trop intense, j'ai besoin que les choses elles soient accessibles maintenant. C'est-à-dire que si le truc que je consomme tous les jours, je sais pas, le beurre de cacahuète que je consomme tous les jours, il est rangé au fin fond du placard, ça me fait péter un câble quoi. Mais c'est des trucs qui paraissent bêtes, mais en fait on en a discuté avec mon copain de ok, ça pour le coup, est-ce que toi ça te coûte de ranger le pot de beurre de cacahuète dedans? Non. Dans ce cas-là, on va faire attention à ça. Et par contre, à l'inverse, il y a des trucs qui lui coûtent, on va en discuter, on adapte. Comme quoi par exemple? Voilà. En ce moment, ce dont on discute pas mal, c'est plutôt sur l'aspect émotionnel. Donc c'est moins un truc là de vie en appart, enfin bref, de lieu de vie. C'est plutôt sur ce que je disais au début sur la dysrégulation émotionnelle. Ce qui est pas évident qu'un TDAH, c'est qu'on va réagir à des trucs des fois de manière très forte et du coup, autant on ne contrôle pas une émotion quand elle vient. Parce qu'elle vient et on peut pas trop y faire grand chose. Par contre, on est quand même responsable des conséquences de ce qu'on en fait. Et ça, c'est un peu un sujet en ce moment de comment est-ce qu'on arrive à travailler ça ensemble, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes manières de communiquer et pas du tout la même manière de gérer nos émotions. Donc ça, c'est plutôt un chantier en cours. On va faire passer un micro. Si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas à lever la main, comme tout à l'heure. Bonjour. Ma question, c'est par rapport plutôt à la Ritaline, etc. Quand il est question d'une comorbidité, qu'elle soit sue ou pas, est-ce que ça a un impact? Et aussi pour les personnes qui auraient peur de suivre un traitement médicamenteux, comment les rassurer ou autre? La comorbidité TSA, TDAH, 40% à peu près dans les statistiques des personnes qui ont un TSA ont un TDAH. Donc moi, quand je vois une personne qui vient, il y a un diagnostic de TSA, automatiquement, je vais aller chercher un TDAH. Et puis un trouble anxieux. Voilà, parce que ils sont copains, ils s'aiment bien, ils passent toute leur vie ensemble, ces petits troubles-là, et il faut que je les cherche ensemble, parce que sinon, c'est une perte de chance majeure pour la personne. Comment convaincre la personne de prendre un traitement par rapport à du méthylphénidate? Si vous avez des personnes dans votre entourage qui en prennent, c'est déjà un premier pas de dire est-ce que tu peux lui dire que tu en prends et lui dire l'effet que ça te fait, parce qu'en fait la meilleure façon de convaincre une personne, c'est pas de lui en parler pendant longtemps, c'est juste de dire voilà, moi je fais ça, moi je vais voir un psychiatre, moi je vais voir un psychologue,
Ok, ah ouais, peut-être que si cette personne elle y va, moi aussi. Moi, je prends de la Ritaline. Ah ouais, d'accord. Bon, bah peut-être que moi aussi je pourrais essayer ou je pourrais voir ce que ça donne. Et puis dire que c'est un médicament qui est quand même très encadré, très contrôlé, qui a un rendez-vous cardiologue avant, et que c'est un médicament qui va fonctionner en on-off. Vous le prenez, il va fonctionner, et puis il agit pendant au maximum 8 heures, et après il s'arrête. Si vous en reprenez plus jamais, il n'y aura plus jamais d'effet et voilà, vous aurez testé une fois ce traitement-là et puis si ça vous a beaucoup aidé, vous allez continuer. Si vous voyez que ça vous a pas aidé, soit vous arrêtez, soit vous allez revoir le psychiatre et on revoit le dosage ou on revoit la molécule. Moi, je rajouterais juste un truc sur dire à une personne potentiellement pour un traitement. Pour le coup, moi, je ne vais pas dire que je pourrais mal le prendre, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à la manière dont on le dit, dans le sens où moi, typiquement, dans mon entourage aussi, il y a des personnes qui m'ont dit du coup, faut que tu prennes de la Ritaline H24, ce qui sous-entend ton fonctionnement, il nous convient pas. Et du coup, c'est une réflexion qui est hyper validiste aussi, quoi, de dire, en fait, soit sous Ritaline H24, et j'ai l'impression que du coup, la personne m'aime pas comme je suis, mais elle m'aime aseptisée sous Ritaline, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi faire un peu attention parce que moi récemment j'ai une personne qui m'en a parlé en disant du coup tu vas en prendre tout le temps, ce sera cool et tout, et je dis en fait non, et en plus ta réflexion je l'apprécie pas. Merci beaucoup pour ces échanges super enrichissants. Moi j'ai une sorte d'obsession pour les facteurs sociaux et j'ai beaucoup de mal, j'ai très peu de connaissances en neuropsycho, en neurodéveloppement, etc. Et du coup j'ai du mal aujourd'hui à comprendre si, quand vous parliez de troubles neurodéveloppementaux, si c'est quand même possible de déclencher ça au bout d'un moment, au bout de certaines années par exemple, de contexte de violence intrafamiliale, à quel point cette part génétique, j'ai en tête qu'il y a un pourcentage de génétique, un pourcentage de social, mais c'est très flou pour moi à quel point, je trouve que là, pour l'instant, on a abordé la question de les facteurs contextuels accentuent la symptomatologie que vous décrivez, mais à quel point elle déclenche elle-même, à quel point le contexte social peut expliquer en fait tout ce qu'on décrit de l'impulsivité, je sais pas si ma question est très claire. Oui, c'est très clair. Au contraire, moi, c'est une question que je me posais vraiment pour le coup. Et ce qui nous avait été dit, notamment à l'hôpital de jour, c'est qu'en fait, ce contexte social, familial, le milieu d'où on vient, peut plutôt aggraver, mais plutôt dans le sens où ça va pas déclencher le TDAH, c'est vraiment un trouble. Alors ça peut être génétique, il peut y avoir une part de génétique, mais ça va pas le déclencher. Par contre, ça peut aggraver dans le sens où nous, l'exemple qui nous était pris, c'était des personnes qui vont toute leur enfance avoir un TDAH, mais qui n'est pas du tout pris en compte par la famille. Et du coup, il va y avoir une forme de maltraitance. Alors peut-être que le mot est, je pense qu'il est adapté, je sais pas. Mais il peut y avoir une forme de maltraitance dans le sens où on va demander à un enfant des choses qui sont pas du tout adaptées à son quotidien. Et en fait, moi en tout cas, une des grosses problématiques qui ressortait des différentes psy que j'ai pu voir, c'était ce truc de confiance en soi, parce que j'ai en permanence appris que ce que je faisais, c'était pas tout le temps bien, que je faisais pas comme il fallait, que j'étais trop intense, que j'étais trop susceptible, que j'étais trop ci, que j'étais trop ça. Et en fait, j'ai compris à force que c'était plutôt une forme d'aggravation, mais par contre, en aucun cas, ça déclenche. Et le problème justement du TDAH, c'est un gros problème de confiance en soi. Donc les personnes en général, soit elles viennent me voir parce qu'elles connaissent déjà le TDAH, elles veulent un diagnostic officiel et une prise en charge, soit elles viennent parce qu'elles ont une dépression et on refait toute beaucoup de parties de leur existence et on se rend compte que il y a eu de la dévalorisation permanente à la maison et puis ensuite à l'école, il y a eu toujours des punitions parce que l'enfant ne tenait pas en place, l'enfant bavardait, l'enfant avait des mauvais résultats et puis à la maison, il y avait il arrive pas à tenir en place à table et puis il range jamais sa chambre et puis ensuite il fait pas ses devoirs à temps et ainsi de suite. Et donc l'estime de soi, quand on reçoit quotidiennement des remarques négatives, elle va assez au fond du trou et si vous continuez comme ça, en général il y a une dépression qui survient. Donc soyez gentils avec nos amis TDAH. Camille Boukolévi, Daniel Batoula, merci beaucoup d'avoir été là. Chers auditeurs, on se retrouve sur Instagram @encoreheureux-podcast, sur Binge Audio, binge.audio. On vous partage plein de ressources sur le sujet. Soutenez-nous, abonnez-vous à Encore Heureux, mettez-nous 5 étoiles et plein de commentaires sur vos applications de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud, produite par Charlotte Bex et Marie Foulon. À bientôt.